confier à Joanne Pelletier de nous faire un cours en dessin, non pas à la craie mais à l'iPad, en direct live. Donc on va te laisser. Merci, messieurs les modérateurs, pour votre invitation. J'ai plaisir à vous présenter un petit peu l'anatomie de la région glutéale. Alors, en 20 minutes, donc ça va être un petit peu succinct, court, mais on va essayer de faire un petit peu l'essentiel pour vous présenter quelques petits clichés assez classiques pour avoir un petit peu toutes les structures que l'on peut rencontrer. Alors, on va mettre en place dans un premier temps une vue postérieure. Bon, c'est la fesse, hein, vous doutez qu'on va être quasiment exclusivement que dans des vues postérieures, avec la rainure interfessière qu'on va positionner ainsi, de la même façon de l'autre côté. Voilà, et on va mettre en place un petit peu les plans des fascias, les plans sous-cutanés, avec dans un premier temps, on va placer le fascia thoracolombaire, hein, souvenez-vous, cette grande aponévrose basse du latissimus dorsi, du grand dorsal, hein, qui vous permet de grimper un petit peu à la corde. Et on va placer un petit peu dans la portion plus basse également tout le fascia glutéal du maximus gluteus, du grand fessier, qui va venir prendre en galbe sous l'extrémité inférieure de cette fesse, qui est une région, bien évidemment, qui varie en clambeau-point, qui est un caractère hominidé également, puisque vous savez que les Asiatiques ont des fesses plates, les Européennes moyennes et les Africaines un petit peu plus denses. Voilà pour les fascias glutéales, et vous allez voir que tout cela est parsemé de plusieurs petits nerfs, avec tout d'abord les nerfs clunéo moyens qui arriveraient ainsi, clunéo supérieur dans la portion haute. La portion la plus latérale de la fesse est parsemée ici de petits nerfs qui viendraient des branches d'ilio-hypogastrique et io-inguinale, plutôt des racines L1. Globalement, on estime que la face latérale est plutôt L1, L2, la face médiale côté rainure interfessière est plutôt S2. Ensuite, en bas, on aurait donc les nerfs clunéo inférieurs. On retrouverait sur la face médiale ici de la rainure interfessière le rameau glutéal, le rameau périnéal pardon, de l'artère du nerf glutéal inférieur. Et enfin, ici, quelques rameaux glutéaux, ici, du nerf cutané latéral de la cuisse. Voilà un petit peu pour cet aspect, et on va progresser plan par plan pour arriver ensuite sur une vue latérale que je vais vous proposer sur ce schéma. Vue latérale, donc voici ici le pôle crânial, voici ici la face latérale. On va représenter une silhouette de fesses bien généreuse ici. On va placer ensuite la racine ici du membre inférieur pour représenter la silhouette de la crête iliaque est représentée ainsi, et je vais schématiser ainsi la silhouette également du massif trochantérique, du grand trochanter, si on fait un peu d'anatomie. Alors tout de suite, on va mettre en place le grand fessier, ce grand fessier qui se détache, on le reverra tout à l'heure, du cinquième médial de la crête iliaque et qui vient se représenter et se terminer ainsi. On va mettre, pardon, on va mettre un peu de texture comme dans Top Chef pour les muscles, voilà, et on va continuer ainsi pour représenter également le petit fessier, moyen fessier, pardon. Alors, on va prendre le moyen fessier qui va se représenter, qui va partir ainsi. Moyen fessier que je trace sur son insertion sur la crête iliaque. Voici ici pour le moyen fessier. En avant, on retrouverait le tenseur du fascia lata que je vais vous représenter ainsi. Tenseur du fascia lata qui a un petit corps charnu dans son extrémité la plus caudale et une projection sur une trame fibreuse sur laquelle on va revenir, puisque cette trame fibreuse va rejoindre ce qu'on appelle le tractus, la bandelette iliotibiale de Messia, lesquelles vont s'associer avec le tractus iliotibial, constituant avec le fascia lata ce que l'on appellera le tractus iliotibial de Messia et le deltoïde fessier de Farabeuf. Si on veut continuer sur les galbes et être complet sur ce schéma, je pourrais vous rajouter ici en arrière en beige le biceps fémoral, et on pourrait retrouver en avant ici le vaste latéral du quadriceps fémoral, dont la portion la plus haute est très discrètement noire. On pourrait faire apparaître le
sartorius qui viendrait ici s'échapper pour recroiser médialement la face antérieure-interne de cuisse. Voilà un petit peu pour cet aspect donc un petit peu latéral musculaire de la fesse, et on va maintenant mettre en place un grand squelette osseux pour vous remontrer, comme nous l'a dit Dr Califé, que cette région fessière est à l'intersection de plusieurs articulations. On va se mettre sur une grande vue postérieure. Voici ici le pôle crânial, voici ici la droite. On va placer le sacrum. Voici le sacrum avec la crête sacrale médiale, latérale, les foramen sacrés. Avec la tablette nous permet un petit peu de tricher avec l'outil de symétrie. On va un petit peu esquisser, puisque Benjamin nous en parlera, vertèbre lombaire également. Je vais mettre en place cette articulation sacroiliaque qui descend jusqu'au deuxième foramen sacré, repère important dans les arthrodèses. Voici ici la crête iliaque, les épines iliaques antérieures supérieures, antérieures inférieures. On va mettre en place la jonction avec la tête à coxo-fémorale avec la tête du fémur, avec le petit trochanter, là, la crête pectinée, tuberosité glutéale, la ligne âpre. On va présenter ensuite la tubérosité sciatique, excusez-moi, la grande incisure ischiatique, épine sciatique, petite incisure ischiatique. On va repartir sur la ligne médiane pour retrouver l'épine du pubis, puis le foramen obturé, que l'on pourrait présenter ainsi. Alors, je vais prendre le parti pris côté droit de représenter quelques muscles. Donc, on va mettre en place, j'essaie de garder le même code couleur, comme on fait avec les jeunes, avec ici le grand fessier qui se détache de cinquième médial, de la crête sacrale latérale, également je vais le mettre tout de suite en place pour ne pas l'oublier, du ligament sacro-sciatique, ligament sacro-tubéral avec son canal d'Alcock. Voilà, ceux qui font un peu de chirurgie du nerf pudendal comme moi. Voilà, on va d'ailleurs y placer sans plus attendre un petit peu de sacro-épineux, ligament sacro-épineux, petit ligament sacro-sciatique qui serait ici très discret. On va mettre en place les lignes glutéales que j'ai oubliées. Voici les lignes glutéales supérieures, la tubérosité du glutéus, ligne glutéale inférieure, les repères d'insertion de ces trois muscles. On continue donc avec ce muscle grand fessier. Voici ce muscle grand fessier que l'on va représenter ainsi, et qui va se retrouver globalement fixé à ce niveau, que je vais volontairement ouvrir pour voilà, on puisse apprécier ensuite le petit fessier que j'ai représenté en rouge. On regarde le même code couleur qui se détache entre ces deux crêtes. Vous voyez ici, petit fessier qui va avoir une orientation basse et qui va venir se terminer vraiment sur le sommet, puisque c'est vraiment l'abducteur, petit fessier que l'on met en place ainsi. Ensuite, on va mettre en place le moyen fessier, le petit fessier cette fois. Petit fessier donc qui va se détacher, qui vient se terminer sur la portion la plus haute, vous le voyez, derrière ce massif trochantérique, avec ici une insertion, et il appartient à ce qu'on appelle les muscles pelvitrochantériens. Ensuite, en dessous, on va pouvoir mettre en place un muscle qu'on appellera le muscle piriforme ou pyramidal du bassin, que je vais vous placer ici en orange, qui arriverait donc, qui s'est détaché sur la face endo-pelvienne des deuxième et troisième trous, et qui arrivera ici, donc muscle piriforme. Et vous voyez que ce muscle piriforme va délimiter un espace ici qui est le foramen suprapiriforme et le foramen ici infrapiriforme, par lequel s'éjecteront, vous le verrez tout à l'heure, quelques éléments vasculo-nerveux. Ensuite, on va mettre en rose le muscle obturateur interne qui sort et qui s'échappe par la petite incisure ischiatique, et on pourrait aller un petit peu plus bas en mettant, si vous le souhaitez, le carré fémoral, ici on crie carré fémoral, pour être un petit peu complet sur ce schéma. Voilà un petit peu pour les rapports. Alors, les jumeaux pelviens peuvent s'inviter également, ces jumeaux pelviens, l'un détaché de la petite épine ischiatique, l'autre de la tubérosité sciatique, et on va avoir le panel complet des muscles pelviques trochantériens.
On y va maintenant pour les quelques éléments nerveux, avec le nerf glutéal supérieur, qui souvent précède une petite arcade qu'on appelle l'arcade ici de Buisson, ceux qui aiment bien les noms propres, et le nerf glutéal supérieur qui vient se distribuer pour assurer l'innervation de ces différents muscles. Le nerf glutéal inférieur, quant à lui, nerf glutéal inférieur vient sortir par le foramen infrapiriforme et vient prendre en charge l'innervation du grand fessier. Voici ici le nerf pudendal, ce nerf pudendal qui va partir, et on va le faire disparaître en transparence dans le canal d'Alcock en profondeur ici, pour ensuite ressurgir dans la région périnéale et donner donc l'innervation périnéale et bien sûr tout ce qui est innervation motrice des corps de l'érection. On va mettre en place également le nerf sciatique quand même un petit peu. Voici le nerf sciatique avec le nerf cutané postérieur de la cuisse qui vous explique la fessalgie et le classique point de Valex pour les gens qui ont des douleurs. Voici ici le nerf qui l'accompagne et on va mettre en place quelques éléments vasculo-nerveux avec ici l'artère glutéale supérieure qui vient distribuer à ces éléments et l'artère glutéale inférieure qui vascularise à la fois tous les muscles pelvitrochantériques et qui abandonne ici un petit filet nerveux, un petit filet vasculaire autour du nerf sciatique. L'artère pudendale de la même façon, je ne vais pas perdre de temps à le placer dans le canal d'Alcock. De l'autre côté, si je me concentre un petit peu sur l'articulation de la coxo-fémorale cette fois, et qu'on y blinde avec sa capsule articulaire, on va lui mettre un petit peu de texture. Voici un peu la coxo-fémorale, la capsule articulaire de la coxo-fémorale qui, vous le savez, est un petit peu renflée par une zone latérale ici qu'on appelle la zone orbiculaire décrite par Weber. On a ensuite sur cette vue postérieure le ligament ischio-fémoral, qui viendrait ici coiffer cette articulation, ligament ischio-fémoral, et qui est surplombé très discrètement par, en vue supérieure, par le ligament iliofémoral en Y, ligament iliofémoral de Bertin, que l'on pourrait représenter ainsi. Parler également de la fessalgie, c'est évoquer bien évidemment tout ce qui peut être bursite. Et je vais vous mettre en place quelques petites bourses qui seraient placées à la fois sur la face latérale du grand trochanter, mais sur les muscles qu'on a vus, que ce soit le petit fessier ou tout ce qui est bourse de l'obturateur ou du piriforme, et également aussi une bourse sur la tubérosité ischiatique. Je profite sur ce schéma pour vous ajouter deux petites applications pour vous montrer un petit peu à quoi correspond une bursite ici sur une coupe frontale d'IRM où vous retrouvez la coxo-fémorale, la fovea capitis, le sourcil acétabulaire. Et sur ce petit schéma ici, on a parlé du piriforme, on vous reparlera du syndrome du piriforme avec les hypertrophies. Vous avez ici un gros piriforme qui peut être derrière le grand fessier, vous le voyez, totalement compressif sur le nerf sciatique. Ça fait partie des syndromes canalaires un petit peu musculo-tendineux. Voilà pour ce schéma et on va conclure. Il me reste combien de temps, Monsieur le Président 7 minutes. Oh, je suis dans les temps, alors. On est tranquille. On va conclure avec une petite coupe axiale. On va conclure avec une petite coupe axiale de l'articulation sacro-iliaque et de la fesse. Avec ici donc le pôle ventral. Voici ici la droite. On va représenter une articulation sacro-iliaque avec, on va se mettre un petit peu d'ailleurs plus décalé, avec la crête sacrale médiale, la crête sacrale latérale, le foramen sacré. On peut lui mettre, comme on a peu de temps, un petit peu de Durmer, quelques racines de la queue de cheval qui ont été évoquées par Marc tout à l'heure. On va placer l'articulation sacro-iliaque sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, avec la crête, les lignes glutéales ici, que vous pouvez voir apparaître. On va mettre également un petit peu de mur ici. Voilà. On va placer ensuite les différents muscles qu'on a pu évoquer. Alors je vous parle un petit peu quand même de la sacro-iliaque, même si elle sera traitée par le professeur Hamel avec quelques ligaments, je vais très très vite, ligaments interosseux, qui est souvent couverte en avant par le muscle piriforme que je vous place ici de chaque côté. Les rapports antérieurs de la sacro-iliaque
l'artère sacrée médiale, que je décris toujours aux étudiants quand on fait les alifs, l'artère de la queue du Labrador, ils retiennent. Genre de conneries que les étudiants retiennent. Et voici ici les veines sacrales latérales que vous pouvez mettre en place ici. Et on pourrait placer, pour être complet, le muscle iliopsoas. Voici ce muscle iliopsoas que je vais remplir avec le génitofémoral, le cutané latéral de la cuisse et le fascia iliaca qui vient couvrir uniquement le fémoral. Là, que je mets en place ici. Quelques vaisseaux iliaques externes. Pour les rapports très antérieurs, on s'éloigne un peu de la fesse. Pardon. Les veines toujours médiales. Et on va retourner sur la fesse ici en arrière. Alors, on va replacer tout de suite le tenseur du fascia latin. On va mettre un petit peu en place ici avec tout de suite le fascia glutéal qui l'entoure et qui va se placer ici en attente. On va mettre en place le petit fessier qu'on avait mis en beige clair. Voici ici le petit fessier. On va mettre en place le moyen fessier. Là, ce moyen fessier que je vous mets en place ici en carmin. Et on va mettre en place le grand fessier que je vous ai mis en marron. Grand fessier qui va venir, vous voyez ici, remplir toutes ces structures. Le tout s'entoure par le fascia glutéal que je vous mets en place, lesquels également laissent passer les nerfs glutéaux supérieurs, ici, les nerfs glutéaux supérieurs et inférieurs ici en bas, quelques éléments vasculaires que l'on peut mettre en place ici également. Voilà, alors on va mettre bien sûr tout l'embonpoint qu'on a dit, toute cette région adipeuse que l'on va pouvoir mettre en place ici en arrière, avec la rainure interfessière sur la ligne médiane. Et donc toute cette région adipeuse, qui nous explique des exceptionnels abcès de fesses également, voilà, avec la région de la culotte de cheval latérale également ici. Et on va pouvoir représenter la peau. C'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Commencez pas à me perturber. Voici ici la silhouette de la peau, la rainure interfessière qui est en arrière. On pourrait mettre, pour être complet, quelques petits nerfs glutéaux qui arriveraient pour cette coupe. Alors, pour en terminer un petit peu avec ce schéma et notamment l'articulation sacro-iliaque dont vous parlera professeur Hamel, vous pourrez être surpris un petit peu de cette projection finalement du mur vertébral sacré antérieur. Vous voyez qu'il y a un petit décalage, un petit gap. Hein. Et c'est ma dernière petite photo d'application pour vous montrer que ne soyez pas surpris le jour où vous allez proposer des arthrodèses sacro-iliaques en se rendant compte que finalement cette surface auriculaire ici en avant dépasse un petit peu largement et le deuxième implant dépasse finalement ce que l'on pense être le mur vertébral antérieur. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Johan. Je sais combien de temps il t'a fallu, à mon avis, pour préparer ce topo. Donc, je te remercie beaucoup pour nous en faire profiter. Et je pense que tu nous permets de voir un petit peu tous les aspects, la superficie, bien sûr, parce que c'est là que le patient met son doigt, il nous dit j'ai mal là. Et ça nous permet aussi de voir les différentes structures impliquées, osseuses, articulaires, ligamentaires, musculaires, nerveuses. Et donc, je pense que ça correspond bien au plan de la session, puisqu'on va ensuite passer au problème rachidien, au problème de hanche, et puis à l'entre-deux, le fameux entre-deux qu'on n'a jamais trop exploré, on commence à s'y mettre un petit peu en France, alors que le lien entre la hanche et le rachis, c'est connu depuis toujours, par tous les chirurgiens qui font les deux, et puis même par les équipes. Donc, est-ce qu'il y a des questions particulières à poser à Johan sur cette magnifique présentation? Il y a les micros dans la salle, il faut se lever si vous avez des questions, mais c'est vrai qu'il a fait un survol de toutes les structures impliquées et donc de toutes les intrications. Allez-y, allez-y. Et de la difficulté qu'on a à identifier l'origine de la douleur, l'origine anatomique. Philippe Guérand, ex-Marseille. J'ai pas bien vu le passage de psoas sur la face antérieure de la hanche. J'ai pas saisi. Vous n'avez pas bien vu le passage du psoas? Oui. C'est ça? Ouais. Bah, l'iliopsoas, il est quand même plutôt antérieur, hein, donc c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas bien vu, je pense. Il l'a posé sur la coupe à la fin? On le voit à la fin, effectivement. Je l'ai représenté sur une coupe, mais elles font partie des structures antérieures, donc on ne les voit pas trop sur la fesse. Hein. Tout à fait. Tout à fait, de hanche, oui. Il y avait d'autres questions particulières? Marc?
Les artères glutéales, ce sont des branches du tronc antérieur de l'artère iliaque interne, artère hypogastrique. Hein. Donc c'est celle qui nous inquiète pendant la chirurgie et pendant la traumatologie aussi, c'est celle qui saigne beaucoup. Oui. C'est celle qu'on peut rencontrer aussi dans les arthrodèses sacro-iliaques percutanées, au fond du grand fessier de temps en temps. Exceptionnelle plaie, la glutéale supérieure. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me manque, c'est les nerfs cutanés qui viennent de T12 et qui nervent la peau des fesses. Parce que, je vous embêterai avec ça tout à l'heure, beaucoup de gens qui ont mal à la fesse ont mal à la peau des fesses et c'est un syndrome de Meigne. Et c'est quelque chose de très important à éliminer quand on veut opérer un rachis. Vous avez tout à fait raison. Ouais. Il y a des nerfs qui viennent de TH12 et des nerfs ilio-inguinales. TH12 et ilio-inguinal, donc c'est contamination TH12 L1 qui viennent de là-haut. Exact. Plus latéral, plus postérieur et latéral. C'est ça. Parce qu'effectivement, les patients se plaignent un coup de quelque chose de très médial sur l'épiniaque postéro-supérieur, un coup sur la crête, un coup très latéral. Et donc c'est pour ça que c'est difficile d'identifier d'où vient la douleur. La difficulté qu'on a tous. Mais effectivement, il faut tester tout. Pas d'autres questions? Donc on va avancer dans l'analyse avec Simon et Benjamin, je crois. Benjamin, pardon. Rachis, pardon. Oui.